Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes connectées. Bienvenue au webinaire pardon, sur le thème microbiote et antibiorésistance. Donc c'est un webinaire pour ceux qui nous connaissent, qui fait partie d'un cycle qu'on organise donc Atlampol Biothérapie, donc nous-mêmes avec le consortium MiBiogate. Donc il y a eu déjà plusieurs rendez-vous et donc aujourd'hui on vous propose de parler de l'antibiorésistance. Donc, peut-être quelques mots en préambule sur Atlampol Biothérapie, puisque peut-être certains connectés ne nous connaissent pas. Donc, nous, on est un pôle de compétitivité sur le sujet de l'innovation en santé. Donc, on est un pôle qui rayonne sur 3 régions, les Pays de la Loire, la Bretagne et le Centre-Val de Loire. Et donc, comme on traite du sujet de l'innovation thérapeutique, on a depuis à peu près 2 ans choisi de traiter du sujet du microbiote qui a vraiment un impact très important sur notre santé. Voilà, donc je laisse la main à Karine Gimbert avec qui j'ai organisé ce webinaire. C'est ça. Merci Linda, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est le consortium MiBiogate. Ce sont des chercheurs nantais et angevins qui étudient donc, les barrières d'organes et leur microbiote dans le développement de maladies chroniques. C'est un projet collaboratif qui a financé 5 thèses et qui a été financé par la région Pays de la Loire. Donc pareil, dans ce cadre-là, on a aussi animé le réseau et organisé pas mal d'événements sur ces différentes thématiques. Donc après, je vais vous parler donc, des aspects plutôt pratiques concernant le déroulé de ce webinaire. Donc, vous pourrez, donc si vous avez des questions, des remarques, vous pourrez les écrire dans la partie chat de l'outil GoToWebinar. Et ensuite, avec Linda, on se chargera de les poser aux différents intervenants à la fin de chacune de leurs présentations. Et puis, vous aurez peut-être aussi noté que le webinaire est enregistré et vous pourrez, après autorisation des intervenants, disposer de la version replay. Si vous voulez la réécouter. Voilà. Maintenant, je laisse la main à Eric Vattard qui sera en charge de l'animation de ce webinaire. Pour vous présenter donc la thématique et les différents intervenants. Bon webinaire à tous. C'est bon, je vous laisse laisser la main. J'avais coupé mon micro. Alors, bonjour à tous. Donc, normalement, vous voyez mon écran. OK. Oui. Donc, je remercie Atlampol et MiBiogate de m'avoir invité à modérer ce webinaire. Alors, malheureusement, je devrais partir avant la fin parce que j'ai une thèse à 11h30. Alors, pourquoi s'intéresser au lien entre microbiote et résistance? D'abord parce que la résistance aux antibiotiques est un problème majeur. Hein. L'OMS le cite parmi l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, sur la sécurité alimentaire et sur le développement. D'ailleurs, on n'est pas loin de la semaine de prise de conscience des antibiotiques. C'est un événement qui se passe tous les ans au mois de novembre, donc là ce sera du 18 au 24 novembre, et qui implique, donc c'est une démarche mondiale, hein, qui implique une approche vraiment One Health, puisque l'antibiorésistance concerne la médecine, mais aussi la médecine vétérinaire et également l'environnement. Alors, pourquoi microbiote et antibiorésistance? Eh bien parce qu'en France, la résistance aux antibiotiques actuellement pose particulièrement problème chez les entérobactéries, donc qui sont des bactéries dont certaines sont des pathogènes opportunistes et qui sont des résidents des flores digestives des mammifères et en particulier de l'homme. Alors, le plus couramment rencontré, c'est les Escherichia coli. Hein. Donc ça, ce sont des données qui sont issues du site de l'ECDC, qui met à jour, alors avec du retard, puisque les données actuellement disponibles ne remontent qu'à l'année 2019,
les données d'antibiorésistance pour donc diverses bactéries, résistance aux antibiotiques d'intérêt, qui permet d'avoir une vision européenne de l'antibiorésistance. Alors là, j'ai fait à partir de ces données qui sont exportables, ces courbes pour voir l'évolution depuis le début des années 2000 de la résistance des Escherichia coli aux céphalosporines de troisième génération. Et on voit qu'il y a vraiment eu une explosion de cette résistance qui a fait un pic en 2016 à presque 12%, et 11% d'Escherichia coli résistants aux céphalosporines, donc aussi bien en ville qu'à l'hôpital, avec une stagnation et puis même un début de diminution de cette résistance entre 2018 et 2019. C'est un point favorable. En revanche, sur la courbe de droite, Klebsiella pneumoniae, une autre entérobactérie, a atteint des niveaux de résistance beaucoup plus élevés, de l'ordre de 30%. Et on est en plateau actuellement. C'est une bactérie qui est surtout responsable d'infections qu'on rencontre en milieu hospitalier, d'infections nosocomiales. Alors que chez Escherichia coli, la plupart des infections à Escherichia coli sont des infections qu'on rencontre en milieu communautaire. Donc ceci explique peut-être probablement les différences de cinétique sur la résistance aux céphalosporines. Alors si on regarde ce qui se passe autour de nous, en Europe, on voit qu'effectivement la France elle est en orange, donc avec ce taux autour de 30% de résistance aux céphalosporines de troisième génération pour la Klebsiella pneumoniae, et on voit qu'il y a des pays sur le sud et l'est de l'Europe qui sont dans une situation encore plus mauvaise que nous, avec des taux qui sont supérieurs à 50% à Chypre, en Grèce, en Roumanie. Voilà, donc on a un péril de l'Est de l'Europe et du Sud de l'Europe, y compris chez nos proches voisins italiens. Alors, quand les infections, quand on a une infection due à une entérobactérie résistante aux céphalosporines de troisième génération, on va assez souvent utiliser des carbapénèmes. Et donc, assez logiquement, les pays qui ont beaucoup de résistance aux céphalosporines vont avoir une augmentation de la consommation de carbapénèmes. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit sur cette diapo, voit apparaître des résistances au carbapénème. Donc là, on a des chiffres qui sont encore en France très bas, Dieu merci. Par contre, vous voyez que déjà, chez nos voisins italiens ou espagnols d'ailleurs, la situation est inquiétante, beaucoup plus en Italie et encore plus en Grèce, où il y a des taux de résistance de la Klebsiella au carbapénème qui sont faramineux. Voilà, donc ça, ce sont des données européennes. Situation également extrêmement inquiétante avec des chiffres proches, similaires aux chiffres grecs en Inde, en Chine. Donc on a ici une illustration du fait que même si en France, sur certaines résistances, on est encore relativement protégé, on a affaire à une problématique qui est mondiale, et avec l'augmentation des échanges internationaux, ces résistances sont aussi importées en France. Et donc, on doit tenir compte de ces dangers. Donc là, je vous ai parlé d'entérobactéries. Il y a 20 ans, la résistance qui posait problème, c'était la résistance du staphylocoque doré à la méticilline, qui était donc aux pénicillines du groupe M, qui sont les antibiotiques de choix pour traiter l'infection à staphylocoque doré. Et vous voyez sur cette diapo que depuis 20 ans, en fait, on a une décroissance spectaculaire de la résistance à la méticilline chez les staphylocoques dorés, donc isolés, principalement en milieu hospitalier. Donc ça, c'est une réussite qui est probablement multifactorielle, avec surtout des démarches très agressives de mesures d'hygiène dans les établissements de santé pour limiter la transmission manuportée de ces bactéries multirésistantes. Et puis aussi probablement une diminution des consommations de quinolone depuis 2005.
sachant, et ça c'est une problématique dont il faut toujours avoir conscience quand on pense antibiorésistance, c'est qu'une consommation d'un antibiotique donné peut favoriser la résistance à un autre antibiotique. Donc c'est bien connu que la consommation de quinolone a favorisé la résistance à la méticilline chez le staphylocoque doré, parce que ces résistances sont souvent associées. Hein. Voilà, donc on a aussi des motifs de satisfaction, mais ça souligne l'importance, le fait que les résistances critiques actuellement sont les résistances chez les entérobactéries. Alors, on a un modèle dans le laboratoire de colonisation digestive par une entérobactérie multirésistante. Donc, en l'occurrence, on utilise un colibacille résistant au carbapénème. Et on voit que si on inocule une souris avec un colibacille résistant au carbapénème par instillation intragastrique, on a des souris qui sont jeunes, qui sont saines, qui sont bien nourries, qui ne sont pas stressées ou pas trop stressées, pas stressées, elles sont bien traitées. Eh ben, on obtient dans les selles une colonisation digestive très basse et très transitoire chez ces souris, hein, puisqu'on n'atteint même pas en moyenne 5 logs de colis multirésistants par gramme de sel. En revanche, si on perturbe le microbiote de ces souris, alors ici, avec un antibiotique, l'amoxicilline associée à du pantoprazole, qui est un médicament antiacide largement utilisé pour traiter les ulcères d'estomac, les ésophagites, les reflux gastro-ésophagiens. Bref, si on perturbe le microbiote avant d'inoculer notre bactérie multirésistante, on obtient des titres qui sont beaucoup plus élevés. Vous voyez qu'on arrive jusqu'à 9 logs CFU par gramme de sel et un portage qui va durer dans le temps et rester largement supérieur à 5 logs jusqu'à plus de 10 jours après une seule inoculation. Alors, on peut expliquer le fait que le portage est favorisé par les antibiotiques, par la perturbation du microbiote, hein, en étudiant justement le microbiote. Voilà, ça c'est un travail qui a été fait pour comparer deux céphalosporines différentes, hein, ceftriaxone et céphotaxime, et on voit qu'on peut identifier par analyse du microbiote des taxons différents, des taxons qui vont distinguer l'impact des antibiotiques sur le microbiote et donc être en lien avec l'intensité et la durée de la colonisation digestive par la bactérie multirésistante. Donc voilà, donc le sens de ce webinaire est là, les microbiotes altérés sont des réservoirs de bactéries multirésistantes. Il y a vraiment un lien très fort. Ces bactéries multirésistantes qui persistent dans le microbiote digestif d'un sujet vont pouvoir provoquer une infection, contaminer l'environnement et contaminer de nouveaux hôtes. Ces hôtes étant sains ou fragiles, hein, ça peut être l'entourage familial, ça peut être du personnel soignant, ça peut être d'autres patients en milieu hospitalier qui, à leur tour, vont pouvoir déclencher des infections. Donc la lutte contre l'antibiorésistance passe, entre autres, par la lutte contre la colonisation digestive par des bactéries multirésistantes. Donc au programme ce jour, nous avons trois sujets, trois intervenants. Le premier sujet sera traité par Emmanuel Montassier, qui est PUPH, le thérapeutique, qui est médecin urgentiste, qui travaille dans l'équipe que je dirige sur le microbiote et antibiorésistance. Et il nous parlera de l'évaluation d'utilisation de probiotiques sur la réduction du développement de gènes de résistance. Ensuite, Claudine Médig, qui est directrice de recherche CNRS et directrice de l'Institut français de bioinformatique, nous présentera la plateforme Abromix, une plateforme qui a donc été financée, dont le financement a été prolongé en tout cas, par un appel d'offres récent centré sur l'antibiorésistance. Et enfin, Gaël Demar, qui est chercheur à Ferrecides, nous présentera l'utilisation de bactériophages dans la lutte contre l'antibiorésistance. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais passer la parole à Emmanuel Montassier.
Bonjour à tous, merci Eric pour cette introduction. Est-ce que vous voyez bien tous mon diaporama? Oui. On le voit, oui. Ok, bien pour commencer, je remercie Atlampol Biothérapie et Emi Bioguette de m'avoir invité pour parler des travaux que nous avons faits autour de l'application de probiotiques dans cette problématique qu'est l'antibiorésistance. On vous voit Alors, plus, pourquoi Emmanuel. Vous avez coupé votre caméra. Alors, voilà. pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se préoccupe de la résistance, de la présence de gènes de résistance aux antibiotiques dans le tube digestif? Bon, Eric l'a déjà très bien dit en introduction, la résistance, c'est une problématique de santé publique mondiale. Et en fait, tout à l'heure, Eric a dit que le tube digestif et le microbiote intestinal pouvaient être un réservoir de bactéries multirésistantes. Eh bien, en fait, ces bactéries du microbiote vont pouvoir être vues avant tout comme un réservoir de gènes de résistance aux antibiotiques. Ces gènes de résistance aux antibiotiques qui pourront être transmis à des agents pathogènes. Donc, ce qu'on appelle résistome, finalement, c'est ce réservoir de gènes de résistance aux antibiotiques. Et ça peut être vu comme l'une des sources de résistance, l'un des réservoirs de ces gènes de résistance qui vont pouvoir être secondairement transmis à des agents pathogènes. Alors, l'un des contributeurs importants de l'expansion de ce réservoir de gènes de résistance, eh bien, ça va être les antibiotiques. Donc voilà, quand on prend un antibiotique, on va certes traiter l'infection bactérienne, mais dans le même temps, on va avoir un effet dévastateur sur les flores et en particulier sur la flore du tube digestif, un peu comme ce bulldozer dans la forêt amazonienne. Pour pouvoir contrôler finalement cet effet potentiellement néfaste sur le microbiome, eh bien, il a été fait l'hypothèse que les probiotiques pouvaient réduire le nombre de gènes de résistance aux antibiotiques. Alors, quand on regarde la littérature, on a quelques travaux qui potentiellement peuvent remettre un petit peu en cause cette association qui semble évidente entre la prise de probiotiques concomitamment à un traitement par antibiotique. Donc, on a par exemple un travail qui a montré dans un modèle murin qu'il pouvait y avoir un transfert horizontal de gènes de résistance entre un probiotique et des bactéries du microbiote intestinal. Voilà, puis on a d'autres travaux qui se sont intéressés là à chercher directement les gènes de résistance au sein des probiotiques qui peuvent être disponibles dans le commerce et ils ont pu identifier des gènes de résistance vis-à-vis des différents antibiotiques qu'on connaît. Alors voilà, en faisant un petit tour de la biblio, finalement, il y a des questions qui restent en suspens. Est-ce que les probiotiques peuvent être un outil utile dans la lutte contre la propagation de la résistance? Est-ce qu'au contraire, ils contribuent à la problématique de la résistance aux antibiotiques? Ou bien est-ce qu'ils ont finalement aucun effet par rapport à ce répertoire de gènes de résistance qu'on trouve dans le tube digestif? Et puis, il y a une autre question qui est peut-être la première finalement à se poser. Est-ce qu'on cherche au bon endroit et est-ce qu'on regarde finalement le répertoire des gènes de résistance au bon endroit? Parce qu'en fait, quand on reprend la littérature, on se rend compte que tous les travaux qui se sont intéressés à ce qui tourne autour du résistome eh bien, étaient basés sur l'analyse d'échantillons fécaux. Alors qu'on sait que quand on regarde le microbiome, eh bien, finalement, on a des différences de représentation entre des échantillons collectés par voie endoscopique
et puis les échantillons de sel. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est qu'on a pris 15 sujets sains qui avaient des échantillons collectés à la fois des échantillons de sel et par coloscopie, et on a cherché à analyser leur résistome. Donc, on a utilisé deux approches, deux outils qui permettent d'analyser ce résistome. Donc, l'outil ARG OAP et puis un autre outil qui s'appelle Shortbreed avec une base de référence CARD qui reprend les différents gènes de résistance. Alors, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que finalement, on avait une architecture qui était globalement différente entre les gènes de résistance qu'on pouvait mettre en évidence dans les selles et à l'intérieur du tube digestif. Et quand on regardait le nombre de gènes de résistance observés, on voyait qu'il était significativement plus faible dans les échantillons de sels que dans le tube digestif en lui-même. Quand on regarde en détail, on se rend compte que finalement, globalement, l'ensemble des grandes classes, des grands types de gènes de résistance est affecté avec une diminution globale de la reconnaissance des différents types dans les selles par rapport à la voie endoscopique. Donc globalement, on se rend compte que les échantillons de sels vont sous-estimer la diversité du résistome par rapport à des échantillons endoscopiques. Et pour pouvoir étudier ce résistome, il faut plutôt privilégier des échantillons endoscopiques. Alors, quand on regarde un petit peu plus en détail, on se rend compte que finalement, c'est la sous-représentation de certaines souches bactériennes spécifiques dans les selles par rapport aux échantillons endoscopiques qui pose problème pour la reconnaissance des différents types de gènes de résistance, et en particulier les souches qui appartiennent au genre Escherichia coli, qui sont finalement moins retrouvées dans les échantillons de sel. Alors, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est de voir quel était l'impact potentiel des probiotiques sur le résistome chez des individus sains, donc qui étaient naïfs de tout traitement, et en particulier naïfs de traitement antibiotique. Donc, on a utilisé pour ce faire une supplémentation par probiotique qui s'appelle Bio 25 et qui contient 11 souches probiotiques, incluant les genres bactériens Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus et Lactococcus. Donc, ce qu'on a pu mettre en évidence avec donc ces individus sains qui avaient une coloscopie avant la mise en route du traitement et pendant la supplémentation probiotique, eh bien, c'est qu'on avait une différence en termes d'architecture du résistome, mais on ne pouvait pas mettre en évidence de différences significatives entre les échantillons collectés avant et pendant la supplémentation probiotique. Par contre, on a pu mettre en évidence qu'il y avait des individus qui avaient un microbiote qui permettait l'établissement du probiotique dans le tube digestif, qui favorisait l'implantation de ce probiotique. Et dans ce cas-là, on avait bien un impact du probiotique pour moduler ce résistome. Par contre, chez les individus pour lesquels il n'y avait pas de structure du microbiote permettant l'implantation du probiotique, eh bien, on n'avait pas d'impact du probiotique sur le résistome. Donc, on le voit en particulier sur les échantillons qui étaient collectés dans la lumière du tube digestif. On arrive à diminuer le nombre de gènes de résistance aux antibiotiques chez les individus qui avaient un microbiote permettant l'implantation de ce probiotique. Donc, les probiotiques permettent certes de réduire les germes de résistance aux antibiotiques dans des intestins qui sont naïfs de tout traitement et en particulier d'antibiotiques, mais par contre, c'est uniquement chez certains patients qui ont un microbiote permissif à la colonisation par probiotiques. Donc, on va avoir des microbiotes qui feront que
les probiotiques peuvent être un peu vus comme des touristes, c'est-à-dire qu'ils vont passer sans s'arrêter le long du tube digestif, alors qu'on aura au contraire d'autres patients qui auront des microbiotes qui permettront l'implantation de ces probiotiques qui auront par là même un effet sur le résistome. La question qu'on s'est posée ensuite, c'était de confirmer que les antibiotiques avaient bien un impact sur le résistome. Donc là, on avait 21 sujets à qui on a donné des antibiotiques par voie orale. Donc, ils recevaient de la ciprofloxacine et du métronidazole pendant 7 jours, avec donc des échantillons collectés par voie coloscopique avant et pendant le traitement. Donc là, on a bien pu mettre en évidence effectivement qu'on avait une architecture très différente entre les échantillons qui étaient collectés avant traitement antibiotique et pendant traitement antibiotique, et avec une augmentation significative des gènes de résistance observés au cours du traitement par antibiotique. Donc, on avait une richesse du résistome qui augmentait significativement durant l'antibiothérapie. Donc, la question qu'on s'est posée ensuite, c'est d'évaluer donc des stratégies pour pouvoir moduler et pouvoir diminuer ce résistome qui s'expand suite à une antibiothérapie. Donc, en fait, on a testé 3 stratégies différentes. La première stratégie, c'est le patient qui collecte ses propres selles avant d'être mis sous antibiotique. Et dès la fin du traitement antibiotique, on va lui redonner donc ses propres selles et on évalue le devenir du résistome. Le deuxième groupe de patients, lui, recevait un traitement probiotique dès la fin de l'antibiothérapie. Et puis, on avait donc un troisième groupe pour lequel on ne donnait aucun traitement. Après l'antibiothérapie, on faisait une simple surveillance donc par coloscopie. Donc, quand on regarde ce qui se passe au niveau des échantillons de sels, on voit qu'il y a une augmentation de la richesse du résistome avec une dissimilarité qui devient très importante entre les échantillons collectés avant traitement. Donc ça, c'est ce qu'on avait pu montrer sur les diapos précédentes. Et ensuite, on s'est intéressé à la phase de récupération post-antibiothérapie. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est que grâce à la transplantation fécale ou à la récupération spontanée sans aucun traitement, on a une diminution de ce répertoire de gènes de résistance, mais qu'on n'arrive pas à mettre en évidence avec le traitement par probiotique. Donc, ce qui se passe dans l'intestin, qui est plus significatif encore que ce qu'on peut retrouver dans les selles, c'est qu'on voit qu'avec la transplantation fécale, on a une diminution très nette du répertoire des gènes de résistance aux antibiotiques. Et ce qu'on retrouve aussi dans une moindre mesure avec une récupération spontanée sans aucun traitement. Alors que par contre, avec les probiotiques, on n'arrive pas à mettre en évidence de différence, voire même peut-être une augmentation qui est un tout petit peu significative au niveau de la muqueuse. Donc, on voit que le traitement antibiotique va libérer des niches qui vont être colonisées par le probiotique, mais finalement, ce probiotique ne va pas permettre d'avoir un effet positif sur le répertoire des gènes de résistance aux antibiotiques. Alors, on s'est intéressé à voir quels étaient potentiellement les gènes de résistance qui étaient vraiment augmentés en association avec le traitement probiotique. Donc, dans ce groupe probiotique, on a pu mettre en évidence en particulier une augmentation des gènes de résistance en rapport avec la vancomycine, donc avec le gène de résistance VANG par exemple. On a pu mettre en évidence que 4 espèces bactériennes étaient significativement corrélées
avec ce gène de résistance à la vancomycine. Donc, on a par exemple des espèces du genre Clostridium. Donc, probablement que le probiotique va favoriser l'expansion de ces espèces bactériennes, mais qui vont être associées à l'apport de gènes de résistance qui peuvent poser problème en pratique clinique. Donc, ici, les gènes de résistance à la vancomycine. Donc ça, on l'avait trouvé dans une cohorte de sujets qui recevaient un traitement par antibiotique, puis ensuite l'une des 3 stratégies. Ensuite, ce qu'on a cherché à faire, eh bien, c'était à confirmer ces données dans un modèle murin. Voilà, parce qu'on se disait que ça pouvait être en rapport avec notre cohorte de sujets ou bien en rapport avec le protocole. Donc, on a repris un modèle murin avec les 3 stratégies qu'on avait testées, à savoir la transplantation de selles, donc avec des souris à qui on collectait des échantillons de selles avant la mise sous antibiotiques, puis qu'on réinstillait, des souris qui recevaient un traitement par probiotique ou qui avaient un suivi sans traitement particulier. Et donc là, on a pu confirmer à nouveau les données qu'on avait trouvées dans la cohorte humaine. Donc on voit qu'entre les souris contrôle, souris avant traitement, les souris qui reçoivent une transplantation fécale ou les souris qui ont une récupération spontanée, eh bien on a un microbiote qui est relativement similaire entre ces groupes, à la différence des souris sous antibiotiques ou des souris sous probiotiques, pour lesquels on a un cluster qui est vraiment très éloigné des souris contrôle en particulier. Et donc, quand on regarde l'index de diversité de ce répertoire des gènes de résistance, on se rend compte qu'on a une augmentation significative au cours du traitement antibiotique et au cours de la supplémentation par probiotique. Donc là, on s'est aussi intéressé à savoir quels étaient spécifiquement les gènes de résistance aux antibiotiques qui augmentent dans le groupe probiotique. Et on a retrouvé un gène en particulier qui est associé à la résistance aux céphalosporines ou aux fluoroquinolones. Et puis, à nouveau, un gène de résistance à la vancomycine. Donc, on sait aussi que les éléments génétiques mobiles peuvent être associés finalement au transfert horizontal de gènes de résistance entre les bactéries. Donc, on a cherché à évaluer quel était le mobilome, les gènes qui correspondent justement à ces éléments génétiques mobiles, en récupérant une base de données qui regroupait, voilà, par exemple, les différentes intégrases qui correspondent à ces éléments mobiles génétiques. Et on a pu mettre en évidence qu'on avait des corrélations significatives entre les gènes de résistance, notamment à la vancomycine, et voilà, certaines intégrases qui ramenaient à une espèce bactérienne particulière. Donc là aussi, on retrouvait des corrélations significatives. Là, c'était plus avec des espèces du genre Blossia et cette expansion des gènes de résistance. Alors la question qu'on s'est posée ensuite, c'est ces gènes de résistance aux antibiotiques, voilà, qu'on trouve augmentés dans le groupe probiotique en particulier. Est-ce qu'ils viennent du probiotique en lui-même? Donc on a séquencé nos différents probiotiques. Et en fait, on n'a pas pu mettre en évidence de gènes de résistance à la vancomycine au sein des probiotiques eux-mêmes. Donc voilà, on avait testé Shortbreed et ARG, qui étaient les 2 méthodes de référence. Comme voilà, on n'avait pas pu mettre en évidence, on a testé avec d'autres bases, et dans les autres bases, on ne trouvait pas non plus de gènes de résistance à la vancomycine. Donc voilà, notre hypothèse principale, c'est que finalement, on n'a pas de transfert direct de gènes de résistance contenus dans les probiotiques vers les bactéries du tube digestif, mais qu'on a probablement des probiotiques qui favorisent l'expansion de certaines bactéries qui sont elles-mêmes porteuses de ces gènes de résistance.
Alors, on a testé d'autres probiotiques qui sont disponibles. Et donc, là aussi, on a retrouvé dans ces différents probiotiques des gènes de résistance aux antibiotiques. Voilà, qui correspondaient principalement aux familles pour l'antibiotique tétracycline. Donc voilà, le fait qu'il y ait des présences qu'il y ait des gènes de résistance au sein des probiotiques, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans différents suppléments probiotiques. Donc voilà, ce qu'il faut retenir et ce qu'on a pu mettre en évidence, hein, premièrement, c'est que les échantillons de sel ne sont pas un bon reflet du résistome. Et si on veut vraiment étudier le résistome, ce qu'il faut, c'est avoir des échantillons qui proviennent directement du tube digestif et obtenus par coloscopie. Ensuite, il est important de considérer le contexte écologique dans lequel sont administrés les probiotiques, c'est-à-dire que sans antibiotiques, chez un individu qui est naïf d'antibiotiques, on a certaines configurations qui vont permettre la colonisation par des probiotiques et avoir un effet bénéfique sur le résistome. Par contre, lorsqu'on a une perturbation du microbiome par les antibiotiques, on aura certes une colonisation qui sera facilitée par les probiotiques, mais on a vu que finalement, cette colonisation par probiotiques, elle va favoriser l'implantation de souches bactériennes qui portent des gènes de résistance aux antibiotiques, qui potentiellement posent des problèmes cliniques en pratique clinique, comme ceux concernant les résistances à la vancomycine. Alors, voilà, ce qui reste à faire et les pistes d'orientation suite à ce travail. Donc là, dans les différents modèles qu'on a testés, c'était antibiotiques puis probiotiques. Donc là, l'intérêt maintenant, ça va être de chercher à répliquer, voir si on obtient les mêmes résultats lorsque on combine, on a un traitement concomitant antibiotique plus probiotique, puisque finalement, c'est ce qui se passe dans la pratique où les patients consomment le probiotique en même temps que l'antibiothérapie. Dans notre modèle, on avait testé un antibiotique qui est fortement pourvoyeur de résistance aux antibiotiques, c'est l'équinolone. Et donc, il y a probablement une autre classe à laquelle il faut s'intéresser, c'est les céphalosporines de troisième génération. Et puis, ce qu'il va falloir voir, c'est effectivement le potentiel de transfert horizontal entre le probiotique et le microbiome. Je vous ai présenté au tout début une étude qui avait pu mettre en évidence ce transfert entre un lactobacillus et un entérocoque du microbiote. Et finalement, il faudrait vraiment pouvoir prouver ce transfert dans des cohortes humaines. Et voilà, on a vu là dans notre travail que finalement la transplantation fécale, c'était ça qui permettait de restaurer de façon la plus complète le résistome initial et d'avoir vraiment un effet qui contrebalançait l'expansion du résistome suite à l'antibiothérapie. Mais finalement, on peut se poser la question de est-ce que cette transplantation fécale est applicable voilà, à chaque fois qu'on prend un antibiotique. Donc peut-être pour certains patients hospitalisés, c'est quelque chose qui peut être fait. Des patients qui ont des antibiothérapies à large spectre dans des pathologies graves, ils peuvent collecter leurs selles et puis ensuite on peut peut-être leur réimplanter. Mais une solution qui doit être développée, c'est de développer des probiotiques spécifiques pour pouvoir favoriser la colonisation du microbiote avec des bactéries qui ne vont pas porter de gènes de résistance posant des problèmes en pratique clinique. Donc actuellement, c'est effectivement ce qu'on est en train de faire, de voir quelles sont les bactéries qui sont négativement corrélées avec l'émergence de ces gènes de résistance aux antibiotiques qui posent problème, et puis de chercher à designer un probiotique qui pourrait être prescrit au décours de l'antibiothérapie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie les différents collaborateurs, donc avec Eran Elinav du Weizmann Institute et puis Jotam Suez qui est au Johns Hopkins, et puis le laboratoire MIAR hein, pour le soutien et les différentes discussions qu'on a eues au cours de ce travail. Merci Emmanuel.
Alors, je suis en partie responsable, hein, mais on a pris beaucoup de retard, donc je crois qu'on va décaler la partie discussion à la table ronde, puisqu'on a, enfin, on a 10 minutes là, hein, on a 12 minutes de retard sur notre agenda. Voilà, il y a plein de questions évidemment posées et de commentaires sur ce travail passionnant. Il y a déjà au moins une question posée par écrit, j'ai vu. Donc, on prendra ça au moment de la table ronde. Je vais maintenant passer la parole à Claudine Médigue. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran aussi? Alors, on voit encore votre bureau. Alors, attendez, je vais faire mon partage. On voit le bureau de l'ordinateur. On voit bien votre écran, hein, mais on voit le bureau de l'ordinateur, donc vous n'êtes pas en plein écran. Alors, attendez. Ah, c'est toujours pas bon. Non. Peut-être parce que vous-même n'êtes pas en plein écran, non? On voit. En fait, on a une copie exacte de votre écran d'ordinateur. Ouais, c'est curieux parce que je me mets bien en mode présentation. Donc, attendez, je peux faire. Vous avez moyen d'agrandir la fenêtre simplement? Si vous agrandissez Oui, la fenêtre à la. c'est ce que je vais faire. Voilà, est-ce que c'est bon si je me mets en mode présente? Est-ce que ça va comme ça ou pas? Bon, de toute façon, on arrive à lire, donc je vous propose de commencer. C'est assez grand, hein, je pense. Ouais. Oui, je pense que c'est bon comme ça. Oui, on vous écoute. Merci. Ok, très bien. Donc, en fait, ce que je vais faire dans le cadre de cet exposé, c'est d'abord reposer le contexte. Parce que le projet, donc Abromix, qui n'est qu'un projet en fait, on le démarre tout juste, hein. Il a été développé dans le cadre du programme prioritaire de recherche antibiorésistance qui a été mis en place par le ministère à hauteur de 40 millions d'euros, donc, et qui s'inscrit dans le plan d'investissement d'avenir. Et ce programme Pardon? Excusez-moi, Claudine, on voit il y a une fenêtre qui s'affiche sur la droite qui perturbe un peu la. Voilà, là on la voit plus, c'est bon. D'accord. Okay. Ça va comme ça? Oui, désolée. D'accord, excusez-moi. Donc, ce programme prioritaire de recherche sur l'antibiorésistance a pour objectif donc d'adresser, déjà de fédérer les forces au niveau national pour travailler autour de cette problématique antibiorésistance qui s'articule autour de 4 axes principaux qui sont listés sur la droite, le schéma de droite. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de développer des nouvelles stratégies et des mesures pour contrôler l'usage des antibiotiques et évidemment réduire la courbe des résistances qui se développent, hein, dont on a parlé précédemment. Donc là où on en est de ce PPR, c'est un appel à un projet pour des recherches qui a été lancé par l'ANR, qui a été lancé donc en octobre 2020 et qui s'est clôturé en février 2021 avec l'annonce des résultats. Il y a eu 11 projets lauréats. Et puis excusez-moi, c'était en août 2020 le lancement. Et en octobre 2020, il y a eu le lancement des appels structurants, donc cette fois-ci, qui a été clôturé donc en février. On a déposé notre projet en février avec l'annonce de projet lauréat. Il y en avait 3 au total. Donc, ces 3 sont listés sur la slide suivante. Donc, il s'agit du projet DOSA pour le développement d'un observatoire numérique des dimensions sociales de la résistance aux antimicrobiens, porté par Nicolas Fortan, qui est chercheur à l'INRAE.
Il s'agit du réseau communautaire professionnel sur l'antibiorésistance ProMAIS qui est porté par Marie-Cécile Ploy et Bruno François qui sont chercheurs INSERM. Et puis, il s'agit de la plateforme numérique sur l'antibiorésistance qui s'appelle donc Abromix, portée par Philippe Glaser, chercheur à l'Institut Pasteur, et moi-même. Et cette plateforme a donc pour objectif de stocker, intégrer, analyser et partager des données multiomiques. Donc, ces données multiomiques, en fait, elles sont de différents types. Vous avez bien évidemment les données génétiques qui proviennent de données métagénomiques, donc humaines, animales ou même l'environnement, puisqu'on est vraiment dans un contexte One Health, et puis des données de génome, d'isolat, avec tout ça accompagné avec les métadonnées. Mais vous avez aussi des données phénotypiques qui sont bien évidemment les données d'antibiorésistance, et puis des données protéomiques, transcriptomiques et métabolomiques. Donc en fait, l'objectif, c'est de définir une infrastructure numérique qui va permettre de stocker, d'organiser ces données et aussi des méthodes qui vont permettre d'analyser ces différents types de données et de les intégrer. Les communautés qui vont être intéressées par cette plateforme, ce sont des microbiologistes, donc des microbiologistes cliniciens de l'hôpital, des CNR, les vétérinaires et puis aussi des experts en microbiologie environnementale, des chercheurs bien évidemment qui vont vouloir adresser des problématiques de recherche en antibiorésistance. Nous avons aussi les différents spécialistes qui génèrent les données omiques dont j'ai parlé précédemment, et puis bien sûr les bioinformaticiens et les mathématiciens qui vont donc collaborer ensemble pour développer des outils innovants et puis évidemment partager ces différents outils, offrir vraiment une infrastructure pour partager ces outils. Donc le projet Abromix, il est en fait résumé sur le schéma de droite où on va partir d'ADN qui provient soit d'isolat, soit, comme je le disais, de métagénomes d'origine très variée. Et puis, ces données vont être stockées dans la base de données qu'on appellera donc AbromixDB avec les métadonnées, et puis un ensemble d'outils, donc un ensemble de pipelines standards, mais aussi des outils mathématiques innovants vont être utilisés pour répondre à des problématiques de surveillance et de recherche. Et les résultats de ces analyses vont être stockés dans la base de données AbromixDB. Un point important, c'est que cette plateforme, qui est donc bien évidemment au centre, la plateforme numérique, va aussi offrir des outils pour à la fois récupérer les données qui sont répertoriées dans les bases de données publiques, internationales, et puis des procédures qui vont permettre de intégrer de façon automatique les données stockées dans la base de données à l'ENA ou dans d'autres bases de données, au NCBI par exemple, internationales. Donc notre consortium rassemble environ 44 groupes qui sont donc des groupes qui travaillent dans des organismes différents, avec des tutelles différentes. Donc, il y a bien sûr l'Institut Pasteur, le CNRS, avec l'IFB en particulier, mais pas que, il y a plusieurs équipes de recherche du CNRS, les CNR, l'ANSES, et puis donc d'autres équipes de l'INRAE, CEA, INSERM, etc. En fait, ce qu'on a vraiment réussi à faire, c'est rassembler un consortium qui nous permet d'avoir toutes les compétences nécessaires pour construire cette plateforme nationale, donc bien évidemment des microbiologistes, mais on a aussi des informaticiens, des bioinformaticiens, et puis des compétences diverses en mathématiques, en modélisation. Donc, le consortium rassemble une communauté importante en bioinformatique microbienne, comme le montre cette slide. Cette communauté a en fait développé un nombre assez important de bases de données spécialisées ou de plateformes web, d'outils aussi, soit des outils sous forme de software que l'on peut télécharger ou des workflows un petit peu plus complexes.
Et en fait, l'ensemble de ces outils vont finalement être intégrés dans la plateforme. Donc là, au centre, j'ai représenté quelques exemples, vous les connaissez certainement. Vous avez par exemple la base de données BigSDB à l'Institut Pasteur. Vous avez la base de données aussi Mustar pour la prédiction de gènes d'antibiorésistance, de résistance aux antibiotiques. Et puis, vous avez la plateforme Microscope pour l'annotation et la génomique comparative de génomes bactériens qui est développée dans mon laboratoire LabGem au Génoscope. Et puis, en plus de ces outils développés à l'échelle nationale, nous avons évidemment l'intention d'intégrer un certain nombre de ressources internationales, d'outils internationaux qui existent et qui sont vraiment très utiles. Soit on va les intégrer directement dans la plateforme, soit nous allons développer des outils d'interopérabilité pour pouvoir utiliser soit ces données, soit ces outils. Donc la plateforme, ce qui est très important, c'est qu'elle repose sur des briques. Et puis, c'est vraiment important parce que c'est un projet très ambitieux et le montant qui nous a été alloué, 2 millions d'euros, ne suffirait pas si on devait partir de zéro. Donc, en fait, elle repose sur le socle IFB. Donc, je vais en dire deux mots. C'est l'infrastructure nationale en bioinformatique. Sur le projet Equipex Plus du PIA3 qui vient d'être accepté, MUDIS FORLS, donc c'est un projet de l'IFB, une fois de plus. Je vais en dire deux mots, mais aussi sur la plateforme Emergen qui a été développée dans le contexte de la surveillance pour le SARS-CoV-2. Et puis donc, on va bâtir Abromix sur ces différents socles-là. Donc, l'IFB, c'est en fait l'infrastructure nationale de bioinformatique que je co-dirige avec Jacques Van Alden, qui est donc professeur bioinformatique à l'Université de Marseille. Et les grandes missions, il y a trois grandes missions en fait de cette infrastructure. Donc, développer un service à l'échelle nationale pour l'ensemble des communautés biologistes, donc en santé, agronomie, environnement. Et donc, ces services, c'est en fait offrir du calcul, du stockage, offrir aussi bien sûr des formations aux biologistes et aux bioinformaticiens, et puis offrir bien sûr une expertise de haut niveau pour accompagner les biologistes dans le développement de leurs projets de recherche, donc vraiment leur apporter un support. On a aussi un axe qui consiste à développer une vision stratégique pour faire du développement innovant en bioinformatique intégrative. C'est un véritable challenge hein, quand on a, comme je le disais tout à l'heure, des données de différents types. Il est vraiment important d'être capable de les intégrer pour pouvoir poser des questions un petit peu plus poussées et donc d'adresser des projets ambitieux en recherche. Et puis enfin, un point très important, c'est que l'IFB finalement assure la représentation nationale, donc bioinformatique nationale au niveau international. Donc sur le schéma de droite, en fait, vous voyez que l'IFB est le nœud français de l'infrastructure bioinformatique européenne que l'on appelle Elixir. Donc l'IFB, c'est aujourd'hui 28 plateformes membres et contributrices et 8 plateformes équipes associées qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français. Et donc notre feuille de route aujourd'hui, elle est représentée sur la gauche, c'est de développer des services pour le calcul et le stockage. On utilise les technologies mixtes, cloud et cluster, de développer et de déployer des outils bioinformatiques clés en main. Donc, généralement, ce sont des workflows, de développer des trainings, de la formation à différents niveaux, avec beaucoup le mode Bring Your Own Data. Donc, les biologistes viennent avec leurs données et on travaille directement sur leurs données. Les outils en bioinformatique intégrative, j'en ai parlé, et puis d'accompagner les chercheurs. Donc, pour ça, on a aussi mis en place ce qu'on appelle un helpdesk, donc un point d'entrée unique où le biologiste va être guidé en fonction de sa question pour savoir comment on va pouvoir l'accompagner au mieux en fonction des compétences du réseau. Donc, ce qui est très important, c'est qu'au niveau de l'IFB, on a développé ce qu'on appelle une task force qui est constituée de l'ensemble des CDD qui travaillent sur les actions de l'IFB. Ces CDD sont encadrés par des permanents, donc ça fait environ 7 ETP permanents qui sont impliqués dans ces actions de l'IFB et qui encadrent les CDD qui travaillent sur ces différentes plateformes. Donc, on a aussi une stratégie
disons, déjà mutualiser tous nos efforts. Et pour cette mutualisation, c'est très important. Les CDD travaillent sur les plateformes qui sont les plus à même de les encadrer. On va vraiment travailler dans Abromix exactement de cette même façon, avec un esprit tout à fait collectif. Donc, quelques mots du projet Equipex Plus, qui est donc le projet qui a été sélectionné dans le cadre du PIA 3 et qui donc nous amène 16,5 millions supplémentaires et qui donc pérennise d'une certaine façon l'IFB. Avec vraiment l'objectif, c'est de répondre aux attentes du ministère, à savoir rationaliser les équipements numériques de l'IFB en les installant progressivement. On va faire ça sur 3-4 ans. Tous les équipements numériques vont être installés dans les data centres qui vont être labellisés par le ministère. Donc, on va vraiment travailler main dans la main avec ces data centres pour aller vers cette disons, décentralisation hein, des équipements. On va évidemment travailler aussi autour de ce qu'on appelle la vérification des données et même des outils. Donc faire, je vous le rappelle, ça veut dire être trouvable, être accessible, être interopérable, être réutilisable. Encore une fois, pour les données, ça c'est naturel pour tout le monde, mais aussi pour les outils. C'est exactement le même principe. Alors, évidemment, il y a des critères différents, mais c'est la même chose. On rend faire les données et les outils. Et puis, on va travailler sur l'orchestration des données. Donc, ça, c'est vraiment très important. Tout le long du cycle de vie d'un projet, depuis la mise en place du projet avec la définition de ce qu'on appelle le DMP, hein, le Data Management Project, qui va être tout à fait dynamique tout le long du projet. Et puis, évidemment, toutes les analyses et le stockage et des données qui vont être générées au cours du projet jusqu'à, disons, le dépôt de ces données dans les bases de données internationales. Donc, de nouveau, c'est un très, très gros projet et l'ensemble de ces développements vont être drivés par ce qu'on appelle des implementation studies, qui sont donc des applications bien spécifiques dans différents domaines. L'imagerie, c'est du médical. Il y a des données aussi en biodiversité marine. Il y a aussi une IS qui adresse directement comment travailler avec des données sensibles en santé humaine. Il y a l'IS4 qui est directement lié à Bromix, qui elle adresse l'intégration et le partage des données de microbiome dans le cadre de recherche. Et là, on a vraiment une problématique sur la prédiction dans ces microbiomes de ce qu'on appelle le résistome. Et puis, il y a une IS5 qui est plus sur la partie agriculture. Et donc, ah oui, alors donc, avant d'en arriver à Emergen, en plus de ces IS4, on a donc été impliqué dans d'autres projets, donc Abromix, j'en ai déjà parlé, et Emergen, qui est donc, lui, un projet qui a démarré en janvier 2021 et qui n'est pas du tout dans un contexte d'appel à projet. Lui, c'est vraiment le ministère qui a dit qu'il fallait vraiment avoir une urgence sur le développement d'une plateforme numérique pour la surveillance et puis la recherche, bien sûr, du SARS-CoV-2. Et donc là, ça a été développé vraiment, vraiment dans l'urgence, c'est-à-dire qu'en même temps que le projet était écrit, en gros, nous, l'IFB, on était sollicités pour déjà mettre en place cette plateforme. Donc, le schéma que vous voyez sur la droite ressemble furieusement à celui d'Abromix que j'ai présenté précédemment. Finalement, on sent bien qu'il y a des briques très, très communes. Donc, ce projet est porté par le ministère de la Santé et puis, bien sûr, Santé publique France pour le volet surveillance et la NRS pour le volet recherche. Et donc, c'est de nouveau un gros consortium avec plusieurs plateformes de séquençage publiques et privées, les CNR. Et puis, sur la partie informatique, donc plateforme numérique, c'est porté par l'ILB, accompagné par l'INSERM et le CINES. Voilà. Donc, là où on en est, c'est la base de données Emergen existe. Il y a possibilité, via cette base de données, de déposer des génomes
de virus qui ont été séquencés, avec soit déjà des calculs de variants qui ont été réalisés, ou si ce n'est pas fait, nous on le fait avec nos propres workflows qui ont été standardisés, après bien sûr avoir vérifié la cohérence des données, et puis ensuite évidemment on affiche ces résultats de façon visuelle pour suivre un petit peu l'évolution de ces variants, et toutes ces données sont récupérées par Santé publique France qui diffuse toutes les semaines les résultats de ces calculs. Donc, Abromix est basé et construit donc à partir de 5 work packages qui sont donc un work package complètement technologique pour construire l'architecture et donc la base de données, les calculs, la possibilité de soumettre des données, donc créer des espaces projets spécifiques pour les utilisateurs. Le WP2, c'est vraiment le développement de la base de données intégrée. Donc là, avec vraiment la problématique d'avoir les outils pour rendre interopérable l'ensemble de ces données. Et puis, évidemment, il va y avoir la partie workflow standard d'analyse des données qui vont être soumises à la base de données. Le 3, c'est plus le développement d'outils mathématiques et des outils bioinformatiques pour aller vers des outils de modélisation, pour aller aussi vers l'analyse plus de métagénome, puisque là, il y a encore vraiment des progrès à faire sur les outils, et puis sur la partie métapangénomique aussi, sur lesquels on va travailler dans le cadre de plusieurs use cases. Justement, le Work Package 4 rassemble un ensemble de use cases qui adressent différentes thématiques. Je vais y revenir sur une prochaine slide. Et puis enfin, évidemment, on va développer de l'outreach, de la formation et un site web qui va être complètement transverse à l'ensemble de ces work packages pour présenter. En fait, on fera tout à partir de ce point d'entrée pour à la fois interroger la base de données, soumettre des données, lancer des workflows et puis évidemment avoir accès aux différentes informations sur la vie finalement d'Abromix. Donc là, je pense que je vais passer ces slides qui représentaient un petit peu l'architecture informatique, mais je reviendrai sur vos questions si vous en avez. Là, il y a vraiment, c'est l'idée du portail. Les workflows qui vont être développés en grande partie en utilisant Galaxy. Donc, il y aura des choses un peu presse-bouton, mais on va aussi avoir évidemment la possibilité pour les bioinformaticiens de construire leur propre workflow et de lancer d'autres types d'analyses. Et puis, c'est très important sur la droite, il y a ce qu'on appelle le Data Warehouse qui va permettre d'intégrer des références, des données de référence qui vont être importées et les données du consortium. Le Work Package 2, lui, il a vraiment pour objectif de mettre en place justement cette possibilité de rassembler l'ensemble des données, donc collection de données avec différents types de bases de données et les données aussi de nos utilisateurs. Travailler sur les ontologies aussi, ça va être très important. Pour tout ce qui est l'aspect faire, on a vraiment besoin de travailler sur les standards, sur les ontologies, sur des formats. On va vraiment développer des choses qui seront homogènes et standardisées pour l'ensemble du consortium. Et puis, bien sûr, on aura les workflows qui permettront donc de faire des analyses et répondre à des questions en surveillance. Dans un premier temps. On va vraiment travailler sur l'aspect surveillance dans un premier temps. Et donc, le Work Package 3, lui, il vise à développer ces outils un peu plus, disons, sophistiqués, poussés. Alors, en particulier, on a la prédiction de recherche de gènes antibiorésistance en faisant de l'intégration de données avec des outils plus issus de l'intelligence artificielle, donc
des approches machine learning. On a aussi dans la notion de métapangénome le développement de méthodes qui va permettre de détecter les éléments mobiles et donc là, les gènes de résistance. Et puis ensuite, on va jusqu'à des outils de modélisation qui vont être très utiles dans le cadre de suivi épidémiologique. Et les use cases, donc eux, c'est vraiment des use cases transversaux qui adressent les communautés, qui vont contribuer au développement méthodologique qui sont adressés par les 3 work packages technologiques. Et ces use cases, en fait, ils sont vraiment basés sur des projets qui sont soit soumis, soit en cours dans le cadre d'autres appels. Donc, en général, ces use cases sont basés sur des projets déjà financés. Et l'objectif de ces use cases, ça va être aussi de définir ce qu'on appelle des SOAP, c'est-à-dire pour telle question bien particulière, voilà comment l'utilisateur pourra utiliser la plateforme. Donc avec des procédures très bien décrites. Donc ça, c'est vraiment le schéma global de la plateforme qui vise, en fait, vous l'avez compris, à associer recherche et surveillance. Donc avec la partie Work Package 2 et tous les use cases ici qui vont utiliser les workflows développés dans le Work Package 2 et bien évidemment l'ensemble en fond vert des outils mathématiques un peu plus poussés. Alors là, je pense plus au use case pulmonary infection, water, proteomics. Donc là, qui vont utiliser des outils un peu plus sophistiqués qui vont être développés dans le cadre du Work Package 3. Donc là, on va vraiment essayer de faire converger un ensemble de données qui actuellement sont très dispersées en France. Une telle plateforme n'existe pas. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a déjà des plateformes d'antibiorésistance qui existent pour l'antibiorésistance. Et on va vraiment aller avec, disons, le projet Mudis-Forales vers une problématique de fer, donc vraiment rendre faire à la fois toutes les données et tous les outils, aller vers la problématique d'intégration multi-omique, et puis finalement d'adresser des problématiques beaucoup plus complexes que ce qu'on peut faire aujourd'hui, même avec les outils qui existent chez nos voisins. Donc les projets qui sont passés dans l'appel recherche ANR vont constituer en fait des use cases supplémentaires au fur et à mesure où on va avancer. Donc, dans un premier temps, le premier use case qui consiste à travailler sur la détection et l'investigation des gènes de résistance dans les bactéries multirésistantes, on va vraiment partir de ce use case-là pour développer l'infrastructure, disons, de base qui doit être disponible fin 2022. Donc, on va développer la partie IT infrastructure, donc avec l'espace projet qui va permettre de stocker et d'échanger les données entre les membres du consortium. On va évidemment structurer les données avec les données de séquençage, les métadonnées, les données d'antibiorésistance et les résultats d'analyse des workflows. Et puis, on pourra soumettre et accéder et visualiser, bien sûr, les résultats. La partie warehouse, avec la collection des données, donc en plus des données privées, donc des CNR, on va aussi aller rechercher les données publiques qui sont vraiment d'intérêt dans le cadre de ce use case-là. Et puis, on va développer les workflows Galaxy qui vont répondre à des problématiques vraiment de base, le contrôle qualité, l'assemblage, la notation et le calcul du résistome, et puis bien sûr le MLST, le CGMLST. Et on intégrera aussi la soumission automatique à l'ENA et BI. On a bien avancé dessus déjà dans le cadre des autres projets, donc ce ne sera pas un souci. Et on aura aussi, d'ici la fin 2022, bien sûr, le site web qui permettra d'accéder justement à cette version bêta. Donc là, on travaille collectivement sur un consortium, comme je vous l'ai dit, qui est très important, qui est distribué sur tout le territoire. Et vraiment, l'objectif, c'est de travailler de la même façon que ce qui est fait déjà dans l'IFB, dans Mudis-Forales. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis prête pour les questions si vous en avez. Merci. Bonjour. Du coup, je vais poser les premières questions qui étaient destinées à Emmanuel Montassé.
Alors, la première question, c'est de Johanna, qui disait bonjour, est-ce que les probiotiques capables de coloniser l'intestin vont s'implanter tout le long du tube digestif? Est-ce que certains probiotiques ont une implantation région spécifique, seulement dans un organe ou spécifique de la muqueuse? Oui, alors effectivement, il y a quelques données sur l'implantation des probiotiques, notamment dans le premier travail qu'avait fait l'équipe de Jotam et d'Erin. Il montrait effectivement qu'il y avait certains probiotiques qui avaient tendance à s'implanter plutôt dans le tube digestif bas, comme par exemple Streptococcus ou Lactococcus, et puis d'autres qui plutôt s'implantaient dans le tube digestif haut. Alors après, c'est vrai que là, par rapport au répertoire des gènes de résistance, nous, on n'a pas stratifié suivant la position de la localisation dans le tube digestif. On a simplement fait la différence entre les échantillons collectés au niveau de la lumière et puis ceux qui étaient au niveau de la muqueuse. Ok. Si jamais vous avez d'autres questions, ou Johanna, n'hésitez pas à écrire pour savoir si la réponse convient, si ça engendre d'autres questions. Alors ensuite, on avait une question de Nathalie Casal-Hoc qui demandait cet effet sur l'augmentation du résistome via les probiotiques a-t-il également été mis en évidence par d'autres voies que la voie orale? Réponse à la voie vaginale. D'accord. Alors c'est vrai que pour l'instant, les données sur le résistome, elles sont vraiment quasi uniquement sur le tube digestif. On a assez peu de données sur les autres microbiotes d'organes, que ce soit la peau ou par exemple la région vaginale. Il y a quelques données pour l'instant qui décrivent de façon assez générale quel est le résistome au niveau vaginal, par exemple, mais il n'y a pas d'interventions qui ont été testées pour moduler ce résistome au niveau de la voie vaginale dans l'exemple là qui est rapporté. Okay, merci. Alors ensuite, d'Emmanuel Gilles Baudot, si j'ai bien compris, les transplantations fécales sont intéressantes pour moduler le résistome. Est-ce que les laboratoires envisagent de faire des gélules de transplantation fécale? Oui, alors bon, effectivement, c'est déjà fait, hein. C'est vrai que la transplantation fécale, initialement, elle a été décrite dans une publication du New England il y a maintenant plusieurs années, dans la colite à Clostridium difficile récidivante. Et donc, c'était par voie endoscopique haute qu'on apportait la transplantation fécale, qui a montré un très très bon taux de réussite par rapport à l'antibiothérapie qui était classiquement faite. Et donc, elle est devenue recommandée dans cette indication. Et depuis, on a d'autres façons d'apporter cette transplantation qui ont été développées, que ce soit là sous forme de gélules, éventuellement des gélules lyophilisées. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui se fait de pouvoir fournir des capsules de transplantation fécale par voie orale. Oui. Ok, donc pour compléter, on a une autre question là-dessus. Est-ce qu'une formulation orale composée de FMT peut-être une alternative à la FMT rectale? Oui, tout à fait, hein, c'est vraiment la prolongation effectivement de la question précédente, c'est tout à fait faisable. Et voilà, on a des essais qui montrent, en tout cas dans la colite à Clostridium difficile, que c'était tout aussi efficace qu'une transplantation par voie endoscopique. Ok. On a à nouveau des questions pour Emmanuel Montassier. De Johanna. Après un traitement antibiotique, on donne très fréquemment des probiotiques. Au vu des résultats de l'étude, est-ce que cette stratégie est réellement intéressante et est-ce que donner des probiotiques ne favorise pas la propagation des gènes d'antibiorésistance qui peuvent émerger après un traitement antibiotique? Oui, effectivement, suite à ce travail, on peut se poser la question. Pour l'instant, les sociétés savantes, elles ne recommandent pas en tout cas de prendre systématiquement un probiotique en même temps qu'une antibiothérapie. Et après, voilà, la limite de notre travail, comme je l'ai précisé à la fin, c'est qu'on a vraiment donné le probiotique après l'antibiothérapie.
Donc, je pense que maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment donner le probiotique en même temps que l'antibiothérapie et voir si on trouve les mêmes résultats. Effectivement, si on a les mêmes résultats, ce n'est pas un argument pour dire qu'il faut prendre de façon systématique un probiotique en même temps que l'antibiothérapie et que ça pourrait éventuellement voilà, avoir un effet néfaste au niveau du répertoire des gènes de résistance. Okay. Nous utilisons, pareil, une question pour Emmanuel, nous utilisons des probiotiques en MV. Laquelle est votre avis, par exemple, pour le traitement de l'entérite nécrotique? Alors là, je n'ai pas du tout de réponse à fournir à cette question. Je pense que là, après, il faut se retourner vers les sociétés savantes, notamment de gastro-entérologie, pour voir quelles sont leurs recommandations dans telle ou telle pathologie. C'est vrai qu'il y a potentiellement pas mal d'indications où on pourrait avoir l'application des probiotiques, voilà, dans le syndrome du côlon irritable, par exemple. Mais je n'ai pas connaissance des recommandations des sociétés savantes concernant l'application des probiotiques dans telle ou telle indication. Bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire qui était donc organisé par Atlampol et MiBioGate. Je pense que Karine, du coup, tu voulais donner des informations pour les prochains rendez-vous. Oui, c'est ça. Ah, parfait. Merci Linda. Oui, du coup, on voulait vous partager avec vous les prochains événements qu'on organise. Alors, côté MiBioGate, on vous invite à donc, 2 journées microbiota et santé qui auront lieu les 23 et 24 novembre à Nantes. Ensuite, on organise un autre séminaire, par contre en présentiel cette fois-ci, sur la thématique des microbiotes marins, le 9 décembre à 14 h. Et puis, le projet arrive à sa fin début d'année prochaine. Donc, on va organiser le colloque final pour présenter tous les travaux réalisés par l'ensemble des intervenants membres du projet. À lieu donc fin février, début mars, la date n'est encore pas bloquée. Et si on se projette encore plus loin, juste voilà. Retenez aussi cette date dans vos agendas, donc 4-5 octobre 2022. Donc on accueillera à Nantes Nutrivent. Donc c'est la première fois que l'événement arrive à Nantes. Et donc il y aura du B2B, des conférences et beaucoup de choses intéressantes pour nos communautés. Donc il est déjà possible de s'inscrire et donc l'Early Bird termine le 30 novembre. Voilà. Que dire de plus? On vous remercie tous pour votre participation. On remercie les intervenants, les animateurs pour cette conférence très intéressante. Vous allez recevoir en vous déconnectant un petit questionnaire, donc prenez quelques minutes pour le remplir. Comme ça nous permet de prévoir les prochains webinaires et voilà, et continuer de vous proposer des choses pertinentes. Voilà. Merci à tous. Merci à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.